aux côtés de 3 autres bourses africaines. Et en parallèle, nous avons eu 5 sociétés de bourses marocaines qui ont également intégré le projet. Et je suis naturellement très heureux d'annoncer cette nouvelle avancée qui permettra de contribuer à une meilleure intégration de nos marchés financiers et qui constitue une nécessité si nous souhaitons positionner l'Afrique en tant que destination majeure pour les flux d'investissements financiers mondiaux. Mesdames et messieurs, le développement réussi d'une bourse ne peut se faire sans une mobilisation concertée des différentes parties prenantes. Ceci a été le cas de la place de Casablanca qui a beaucoup investi sur le plan technique pour soutenir le développement du secteur. Et cela a été également le cas pour les pouvoirs publics et pour l'autorité marocaine du marché des capitaux, qui est notre régulateur et promoteur des marchés financiers, qui ont apporté une aide significative à la modernisation du secteur boursier. Afin que les marchés boursiers puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire d'enclencher et d'accélérer leur développement en mettant en place une infrastructure de marché résiliente et un cadre juridique et réglementaire solide et flexible. Mais évidemment, cela est nécessaire, mais pas suffisant. Dans cette quête pour le développement des marchés des capitaux africains, les pouvoirs publics sont amenés aussi à soutenir ces marchés en les favorisant notamment dans les grandes opérations de financement stratégique, y compris pour les entreprises publiques. Et on a vu que les introductions en bourse, par exemple, de Marsa ou de Maroc Télécom ont été extrêmement structurantes pour tout le marché boursier et peuvent avoir un effet d'entraînement extrêmement positif sur le petit porteur et sur la confiance générale des investisseurs à l'égard de la bourse. Et la conjoncture de relance économique que nous traversons actuellement présente une situation idoine gagnant-gagnant entre les besoins des pouvoirs publics de soutenir l'économie réelle et la nécessité d'apporter les mécanismes et soutiens appropriés pour le développement pérenne des marchés des intermédiaires. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je passe la parole à mon cher ami Dr Félix Edokossi Amenoueve et vous souhaite 2 journées riches en échanges fructueux pour des marchés de capitaux et des marchés boursiers africains encore plus dynamiques et encore plus attractifs. Et je vous remercie. Vous avez ovationné pour désannoncer le président. Il faut réovationner pour annoncer le président de l'ASEA. Merci. Bonjour à toutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, avant tout propos, remercier les organisateurs pour ce forum important pour les marchés de capitaux en Afrique. Je voudrais saluer particulièrement la présence des représentants des États, des régulateurs, des bourses, mais également des intermédiaires de marché, ce qui nous donne l'occasion de discuter ensemble pendant 2 jours de sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. En ma qualité de président de l'Association des bourses africaines, j'ai été invité justement pour vous entretenir de l'évolution des marchés de capitaux sur notre continent, de nos problématiques, celles qui nous préoccupent, celles sur lesquelles nous travaillons, mais également vous donner les perspectives de ce que nous pensons en tant que bourse au niveau de notre continent, ce que nous pensons faire pour accélérer le développement de nos marchés. Alors, d'abord, je dirais que
Le travail des marchés de capitaux en Afrique ressemble à cette image-là. Vous savez, il y a des bourses qui sont centenaires, comme la bourse de Casablanca, comme l'Égypte, comme la bourse de Johannesburg, d'autres cinquantenaires, mais d'autres encore plus récentes qui ont 25 ans, 10 ans, etc. Mais ça fait longtemps qu'on essaie de soulever cette pierre-là pour la monter au sommet de la montagne, mais on a du mal. À qui la faute? Est-ce la faute aux régulateurs, aux États? Est-ce la faute aux bourses? Est-ce la faute aux intermédiaires de marché? Est-ce la faute de nos populations, de nos secteurs privés? C'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire monter cette pierre-là, malgré tous les efforts que nous déployons chaque jour en tant que marché de capitaux pour que les bourses africaines, les marchés africains puissent jouer un rôle structurant dans le développement économique de nos pays. Et pourtant, il y a des avancées. Il y a de belles choses qui ont été faites au cours des dernières années. Il y a de nouvelles tendances qui se dessinent pour les marchés, mais il est important que nous nous penchions sur les clés du succès de tout ça. Regardons très rapidement l'évolution des bourses africaines. Aujourd'hui, les bourses africaines ont une taille de 1 580 milliards de dollars américains, ce qui représente à peine 1,68% de la capitalisation boursière mondiale. Cela veut dire que nous ne pesons pas grand-chose en matière boursière au niveau mondial. Quand on regarde la répartition par région, on se rend compte que la SADC, l'Afrique australe, vient dans la première position avec plus de 1 000 milliards de capitalisation boursière, soit 83% de la capitalisation africaine, suivi évidemment de l'Afrique du Nord, enfin, ensuite de la CEDEAO et de l'Afrique de l'Est. Alors, que nous dit ça? Ça nous dit simplement qu'il y a un lien très fort entre le développement économique des régions, le développement des bourses, les politiques économiques de développement qui sont mises en place, les règles de gouvernance politique et économique qui sont en place et la volonté politique de faire bouger les choses. Donc vous voyez bien que la taille des économies est importante. Vous voyez bien que les politiques de développement mises en place jouent un rôle dans le poids que représentent les bourses dans ces régions. Et évidemment, toute la question de la gouvernance publique et privée dans les pays concernés. Quand on regarde par exemple l'Afrique australe avec 14 bourses, on a quand même, je dirais, le plus gros contingent sur le continent. Et ça s'explique par tout ce que je viens de dire. C'est vrai, nous avons eu de belles évolutions. Depuis 1992, on était à peine à 113 milliards de dollars. Nous sommes passés en 2000 à 350. Aujourd'hui, nous sommes à 1500. C'est quand même de belles évolutions. Et ces évolutions représentent, je dirais, quasiment 70% du PIB du continent. Au-delà de la taille, il y a le nombre de sociétés cotées. Là aussi, il n'y a pas de miracle. Les plus gros contingents viennent de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord et du Nigeria. Les pays ayant, je dirais, les tailles économiques les plus importantes et ayant des secteurs privés les plus diversifiés. On voit bien que, au fur et à mesure qu'on descend, on a je dirais, une décroissance du nombre de sociétés cotées sur les bourses africaines. Je dis tout ça pour que nous appréhendions clairement quelles sont nos difficultés.
et pourquoi est-ce que nous devons mettre en place un certain nombre de solutions. Au-delà de la taille et de la question du nombre de sociétés cotées, nous avons la difficulté aussi à attirer de nouvelles sociétés à travers les IPO. On était en 2017 à 30 en moyenne. Aujourd'hui, en 2021, l'année dernière, 2021, les bourses africaines n'ont attiré que 8 nouvelles sociétés à leur cote. Regardez ce qui se passe dans le monde. En Asie, on est à 908 IPO. Aux USA, 1000 IPO. Et nous en sommes à 8 en Afrique. Malgré la crise sanitaire, malgré les difficultés économiques. Alors, pourquoi nous avons du mal à attirer de nouvelles sociétés à la cote des bourses africaines? Et pourtant, des études récentes que nous avons menées ont montré qu'il y a un potentiel énorme, particulièrement sur les SOIs. Pourquoi nous n'arrivons pas à privatiser les grandes entreprises? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de ces entreprises-là des exemples de gouvernance, de performance pour les amener à la bourse? Pour qu'à travers la bourse, elles constituent également, je dirais, des exemples pour le secteur privé. C'est des questions que nous devons nous poser. Un autre point, c'est la liquidité des marchés, qui est un point important et fondamental pour les bourses. Nous en sommes à 3,75% de taux de rotation en moyenne sur les bourses africaines, avec une grande disparité. Encore une fois, les mêmes tendances suivant les régions, l'Afrique australe, Johannesburg particulièrement, l'Égypte, la bourse de Casa, etc., qui sont vraiment en première ligne en matière de liquidité. Parce que la liquidité est fondamentale pour attirer les investisseurs vers un marché. Plus vous offrez de liquidité, plus votre bourse est attractive. C'est un point majeur. Mais pourquoi nous en sommes encore là? Est-ce que c'est une question culturelle? Est-ce que c'est une question de microstructure de marché? Et pourtant, des efforts ont été faits sur la plupart des bourses en matière de microstructure. On a adopté les meilleurs standards au niveau mondial en termes d'organisation de marché. Nous sommes des bourses déjà totalement électroniques. Nous avons les mêmes règles de flottant, nous avons les mêmes règles, je dirais, de cotation, nous avons les mêmes règles de diffusion d'informations sur le marché, nous avons fait des efforts pour du fractionnement, nous avons fait des efforts pour que les entreprises reviennent après les IPO levés des capitaux. Mais malgré cela, nous en sommes encore à un taux de liquidité relativement faible. Quelles sont les leçons que nous devons tirer de tout ce que je viens de dire? Taille des marchés, difficulté à attirer des sociétés cotées à travers les IPO, faible liquidité. Première leçon, c'est que nos économies restent, malheureusement, encore une fois, des économies d'endettement basées essentiellement sur le système bancaire. Nous n'avons pas encore entamé la transition des économies d'endettement vers des économies de marché. Tant que nous n'aurons pas entamé cette transition, tant que nous n'aurons pas une vision stratégique très forte qui nous amène à considérer l'économie de marché comme l'aboutissement du développement économique, nous n'aurons pas beaucoup de chances de développer nos marchés de capitaux. Et cette transition a des leviers. Ces leviers, on les a vus un peu partout à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, particulièrement en Asie, avec le rôle fondamental des fonds d'investissement, le private equity, qui jouent le rôle clé d'acteurs de la transition, de préparation
des entreprises du secteur privé vers les marchés de capitaux. Il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous puissions donner, je dirais, tout le poids nécessaire à la stratégie dont nous avons besoin pour pouvoir faire cette transition. Il y a le private equity, il y a les privatisations. Les dernières études ont montré qu'il y a encore 2000 entreprises en Afrique privatisables qui sont des sociétés d'État dans les différents secteurs d'activité, de l'eau, l'électricité, les télécoms, etc., secteur financier. Il faut que nous puissions les amener pour pouvoir développer nos marchés. Et ça, c'est la deuxième leçon. Nous devons renforcer notre capacité à attirer de nouvelles sociétés à la côte. Et pourtant, nous attirons beaucoup d'investisseurs internationaux. C'est une bonne leçon. Et ça, que l'on soit à Casa, que l'on soit au Caire, que l'on soit à Abidjan, que l'on soit à Johannesburg, les grands investisseurs internationaux viennent sur nos marchés. Cela veut bien dire qu'il y a un potentiel important, qu'ils perçoivent un niveau de rentabilité ajusté pour le risque qui leur convient. Alors pourquoi les institutionnels africains ne perçoivent pas cela? Pourquoi les internationaux peuvent investir dans la Sonatel, dans Naspers, dans Maroc Télécom, etc., sans craindre quelque chose de particulier parce qu'ils ont déjà ajusté leur rendement pour le risque? Et pourquoi nos institutionnels ne le perçoivent pas plus que les internationaux? Et pourtant, c'est notre environnement. Nous connaissons mieux les réalités de notre environnement. Nous sommes là pour y être et pour y rester. Nous devons être des investisseurs de long terme pour nos marchés. Et enfin, il y a toute la question des opérations transfrontalières entre les bourses africaines. Les dernières études que nous avons faites au niveau de l'ASEA montrent que nous avons environ 9,4 milliards de dollars simplement qui circulent entre les bourses africaines. Il y a un potentiel énorme à exploiter quand on voit la taille des fonds d'investissement au Nigeria, au Maroc, des fonds de pension au Nigeria, au Maroc, au Botswana, etc., qui cherchent à investir sur des supports de marché rentables. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas encourager ces opérations transfrontalières. Après avoir dit tout ça, après avoir pris conscience nous-mêmes de là où nous en sommes, de la difficulté du travail, de la difficulté de faire pousser cette pierre-là au sommet de la montagne, maintenant, quelles sont les tendances que nous avons dégagées pour trouver des solutions à la situation que nous vivons? Nous en avons dénoté 3, je les exposerai rapidement. La première, c'est l'intégration des marchés. Avons-nous raison de penser que tant que nos bourses seront fragmentées, tant que nous aurons des petites bourses, nous n'arriverons pas à solutionner les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure? En tout cas, c'est aujourd'hui la vision de l'ASEA, des bourses africaines. Nous avons 32 bourses, pour la plupart qui sont de très petite taille, dans des environnements économiques avec quelques difficultés. Nous avons pensé que l'intégration est une solution, est une tendance que nous devons poursuivre, nous devons accélérer pour que nos bourses puissent effectivement jouer le rôle que nous attendons d'elles dans le cadre du développement économique de nos pays. La BRVM a donné le ton dès 1996 en créant la première bourse régionale au monde, regroupant 8 pays, avec une seule bourse, un seul dépositaire, un seul régulateur. Est-ce un succès? Est-ce que nos attentes en la matière ont été comblées? Je dirais oui, puisque aujourd'hui, après 25 ans, on peut considérer que notre bourse est un succès à la fois politique, économique et financier. Elle existe, elle opère dans 8 pays, les transactions se font sans aucune difficulté, la taille de la bourse a augmenté, son niveau de liquidité a augmenté, son attractivité a augmenté. On est loin
de ce que nous espérons atteindre en tant qu'objectif pour le développement de nos pays, mais on a le mérite aujourd'hui d'avoir expérimenté quelque chose pour 8 pays et qui fonctionne. Après la BRVM, il y a d'autres projets qui ont vu le jour sur le continent dans diverses régions. Le WACMIC en Afrique de l'Ouest, depuis 2013, nous essayons de rapprocher la bourse du Nigeria, la bourse du Ghana, la BRVM, la bourse du Cap-Vert, etc. Notre idée est simple. Nous sommes dans une union économique, la CEDEAO, comme nous le sommes dans l'UEMOA. C'est la base pour pouvoir bâtir un espace commun, un espace à la fois monétaire, mais également boursier commun. Sans ça, c'est plus difficile. S'il n'y a pas de communauté, s'il n'y a pas de règles de communauté dans la région, c'est beaucoup plus difficile. Donc, nous avons l'UEMOA, et nous sommes basés sur l'UEMOA pour faire la BRVM. Nous avons la CEDEAO avec quasiment les mêmes règles d'intégration. Pourquoi ne pas l'utiliser pour rapprocher la BRVM du Ghana et du Nigeria? Si nous l'avions réussi, la bourse de la CEDEAO sera la deuxième bourse africaine après Johannesburg. Mais c'est un chantier que nous poursuivons. Malheureusement, nous avons nos barrières à surmonter. Nous sommes, pour les 8 pays francophones, de culture financière, boursière, économique francophone. Nous avons nos amis du Ghana, du Nigeria, avec leur culture, avec leurs règles de droit anglo-saxonnes. Donc, on est là dans une dynamique de rapprochement, d'harmonisation, pour arriver à faire en sorte que les bourses se rapprochent sans difficulté. Même expérience au niveau de la SADC qui fonctionne pas mal, avec le rapprochement entre l'Afrique du Sud et ses voisins. On a bien vu qu'en moins de 5 ans, ce rapprochement a permis à une bourse comme le Botswana de vraiment exploser et on sent l'impulsion de l'Afrique du Sud dans cette zone-là pour pouvoir pousser vers le haut les 14 bourses de la SADC. Enfin, nous avons notre projet phare, celui qui mobilise toutes nos énergies aujourd'hui, l'AELP. Pour nous, c'est le projet avant-gardiste de rapprochement économique et financier sur notre continent. C'est le projet qui nous permet effectivement d'avoir un lien très fort, étroit, entre l'ensemble des bourses participantes. Il n'est pas question de sacrifier la souveraineté des... Je vois qu'il me fait déjà... Non, il faut que j'accélère. Bon, alors je vais accélérer. Bon, on aura l'occasion de parler après dans les coulisses. Bon, AELP, on en parlera sans doute après. Vous voyez à quoi ça ressemble très rapidement, l'AELP? Nous en sommes là. Nous avons déjà le logiciel, nous avons déjà la plateforme interconnectée. Nous allons probablement lancer au mois de septembre cette plateforme-là. Tous les courtiers verront tous les jours cet écran-là qui met ensemble les sociétés cotées du Maroc, de la BRVM, du Nigeria, etc. Donc évidemment, avec ça, ils ont une vue globale sur l'ensemble des marchés de capitaux en Afrique et peuvent prendre des décisions d'achat ou de vente en fonction de l'évolution qu'ils observent sur nos marchés. Je pense que c'est une avancée fondamentale de pouvoir avoir cet outil aujourd'hui et de pouvoir l'utiliser dans les prochains mois, prochaines années, pour pouvoir accélérer les transactions transfrontalières entre nos marchés. Pourquoi l'intégration? Il y a des avantages, je ne m'attarderai pas là-dessus puisque nous sommes pris par le temps. Vous allez me demander, bon, c'est vrai, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Est-ce que ça marche partout? Je disais, la BRVM est un exemple réussi. L'union des marchés de l'Union européenne est toujours en gestation depuis 2014, ça ne marche pas très fort. Le projet asiatique de l'ASEAN a été purement et simplement abandonné parce qu'il n'y avait pas d'intérêt des investisseurs à avoir une bourse intégrée en Asie. Donc ça, c'est des choses aussi
que nous devons prendre en compte dans notre démarche d'intégration des marchés. Deuxième axe important de tendance, puisqu'on parle de tendance, c'est l'adoption des principes de développement durable. Nous y sommes, nous devons y travailler. Nous avons tous adhéré au principe du Sustainable Stock Exchange Initiative des Nations Unies, toutes les bourses quasiment de l'Afrique, avec les grandes lignes que vous voyez sur l'écran. Nous avons commencé à travailler pour capter la manne aussi, je dirais, d'investisseurs qui investissent sur les green bonds, les sustainable bonds, les social bonds, etc., sur le marché de la dette. Les chiffres sont là pour illustrer la taille de ces marchés aujourd'hui. Nous avons des initiatives concrètes qui sont déjà en place. Casablanca avec le Casablanca ESG10. Nous avons AGX Index. Nous avons le FTSE JSE Responsible Investment Index de l'Afrique du Sud, qui montre concrètement qu'aujourd'hui, les bourses africaines sont vraiment dans cette tendance de pouvoir offrir une fenêtre je dirais, de marché durable aux investisseurs du continent. Quelques initiatives de la BAD, de la BOAD en termes d'émissions, mais malheureusement, toutes ces émissions sont cotées au Luxembourg ou ailleurs, pas forcément sur les bourses africaines. C'est aussi un travail que nous devons faire pour attirer ces émissions nouvelles sur nos marchés. Il y a la question du financement des PME qui est une tendance. On va en débattre plus longuement lors des ateliers. Je dirais tout simplement que nous avons, depuis quelques années, essayé, que ce soit à Casablanca, en Égypte, en Afrique du Sud, d'attirer les PME vers nos bourses. Mais c'est un travail dont les résultats sont vraiment quasiment insignifiants par rapport aux efforts déployés. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? On va en discuter, mais il est clair que nous devons comprendre que nos PME doivent être préparées, doivent être accompagnées, doivent être aidées. Et aussi qu'elles comprennent aussi que la bourse n'est pas là pour financer une PME pour qu'elle reste une PME. La bourse est là pour financer une PME pour qu'elle devienne une grande entreprise. Or, elles veulent être financées pour rester PME. Donc, il n'y a pas de perspective de long terme qui attire des investisseurs de long terme. C'est des sujets majeurs sur lesquels nous essayons de travailler. Il y a des initiatives qui ont été prises un peu partout, le programme ELITE, le programme d'accélération de DXI, etc. Dernière tendance que nous observons, c'est les marchés de dérivés et la digitalisation des opérations de bourse. Bon, là aussi, on ne peut pas ne pas profiter de l'évolution technologique pour pouvoir accélérer le développement de nos marchés. Déjà, les bourses par construction sont des bourses technologiques, sont je dirais des plateformes technologiques par construction. Mais il faut aller plus loin. Il faut pouvoir profiter de cela pour développer des mécanismes nouveaux, marché de dérivés. Bon, il y a quelques exemples déjà sur le continent. Il y a, je dirais, un atelier qui est prévu pour ça. Pour ce qui est des opérations je dirais, digitalisées, nous avons tout ce qui est bourse en ligne, nous avons la digitalisation des opérations du marché primaire, à la BRVM, etc., qui sont pour nous des voies indispensables à l'accélération de l'inclusion boursière sur notre continent. Une fois tout ça dit, une fois que nous avons fait le diagnostic des difficultés que nous avons à pousser la pierre au sommet de la montagne, une fois que nous avons aussi énuméré les tendances nouvelles que nous adressons aujourd'hui, nous épousons pour développer nos marchés. Maintenant, quelles sont les clés du succès? Parce que si on fait tout ça, si nous n'arrivons pas à identifier clairement les clés du succès, on n'aura pas, je dirais, les résultats que nous attendons. Première clé, la volonté politique et la stratégie de développement et les stratégies de développement axées sur les marchés de capitaux. Est-ce que les marchés de capitaux aujourd'hui constituent
un élément important dans la stratégie de développement de nos pays. Est-ce qu'on a l'assurance que dans la stratégie de développement des pays africains, le rôle des marchés de capitaux est clairement perçu, bien mis en exergue et mis au cœur des stratégies qui en découlent? Je ne crois pas. Je ne vois pas beaucoup de politique économique sur le continent où il y a une place, une belle place qui est faite au marché de capitaux. Les choses avancent. Il y a le Conseil des ministres africains samedi et dimanche à Dakar, où je participe en tant que président de l'association. J'ai été invité justement à parler devant les ministres des Finances de tout le continent des enjeux justement des marchés de capitaux. Et donc, comment est-ce que désormais, au lieu de penser uniquement au secteur bancaire, de penser uniquement à des émissions de rebond, etc., pourquoi ne penserons-nous pas plus aux marchés de capitaux locaux et les mettre au cœur de la stratégie de développement? Pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à régler ce problème, on aura du mal, malgré tous les efforts que nous ferons, à aller plus loin. Bon, il y a maintenant la question de la régulation. Les régulateurs sont là, une régulation flexible, innovante, mais surtout orientée développement, comme on dit, business-minded. Là aussi, c'est fondamental. L'accompagnement de la régulation est décisif pour que les marchés de capitaux jouent leur rôle. Et ça, je crois qu'un forum comme celui-là va nous donner l'occasion d'échanger là-dessus. Maintenant, il y a l'écosystème aussi qu'il faut construire. Il faut qu'il soit complet, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il mette l'accent sur l'expertise des intermédiaires. Il n'y a jamais de développement, jamais, je dis bien jamais de développement d'un marché sans un écosystème complet, développant une expertise avérée pour pouvoir servir les émetteurs et les investisseurs. Si on ne prend pas, je dirais ça, sérieusement comme un sujet à regarder, si on travaille de façon disparate, si on ne construit pas l'écosystème et si on ne développe pas cette expertise-là, on n'y arrivera pas. Et c'est fondamental. Et enfin, c'est la question de la technologie pour pouvoir accélérer tout ce que nous sommes en train de faire. Le travail de Sisyphe peut être inversé. Si nous pourrions nous voir à travers ce prisme, avec une vision de long terme et des actions soutenues, nous arriverons sans doute à changer la donne et à faire des marchés de capitaux africains de véritables leviers du développement économique et social de nos pays. Je vous remercie. Merci au président de l'ASEA, le docteur Edokossi Amenonve, qui vient de nous faire cette présentation, qui pose justement les problèmes et qui nous aide à avoir les pistes de solutions, mais justement à aborder les discussions que nous allons avoir aujourd'hui et demain. Mesdames et messieurs, le président de l'ASEA a déjà retourné à sa place, sinon il aurait dû être sur le pupitre tout à l'heure. Je vais le rappeler en dernier. Je vais plutôt commencer par rappeler les participants de l'Executive Roundtable qui doit avoir lieu maintenant. Et à cet effet, j'aimerais recevoir le directeur de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Recevons M. Nasser Sediki sous vos ovations. Nous allons installer le directeur général de la Bourse de Casablanca, M. Tariq Senhaji. Je vais recevoir le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF, M. Badanam Patoki, sous vos ovations. Et rappeler le président de l'ASEA, M. Edokossi Amenonve. Alors, je vais changer de rôle. Je vais abandonner mon rôle de maître de cérémonie pour me transformer en modérateur.
Voilà. Et puis Stéphane Schrifo, le modérateur. Allô, allô. Voilà. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons poser ce matin les différentes grandes questions, les grandes lignes des différents sujets qui seront abordés au cours de ces 2 jours d'échange. La question qui nous réunit, c'est les places financières africaines entre ambition et réalité. Monsieur le directeur général de la BRVM, mais que nous recevons en tant que président de l'ASEA, a posé cette belle image d'une pierre qu'on essaie de monter. Donc c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est que la pierre arrive à monter, mais la réalité, c'est que c'est dur, c'est qu'on n'y arrive pas. Et donc on va en parler avec les différents intervenants, les différents participants de ce panel. Premièrement, petite question introductive pour vous. Est-ce que vous y croyez, après tous ces efforts, je commence avec vous, après tous ces efforts, après toutes ces années, après toute cette évolution, cette transformation, cette mise à jour des standards pour avoir les meilleurs standards internationaux, malgré tout, il y a encore des éléments qui coincent. Est-ce que vous y croyez encore ? Merci, Monsieur Schrifo. Alors, votre question, elle est pertinente. J'y crois fermement, tant que la conception du développement économique ne change pas, tant que les expériences vécues dans d'autres régions du monde n'ont pas prouvé le contraire, je continuerai de croire que la mise en place de mécanismes de marché pour mobiliser des ressources à long terme pour financer le développement est la solution pour l'accélération de la croissance et du développement de notre continent. Pour l'instant, ça n'a pas changé, ni sur le plan théorique, ni sur le plan empirique, ni sur le plan des réalités que nous vivons dans toutes les régions du monde. Les marchés de capitaux constituent des leviers pour développer l'économie. Donc j'y crois. Merci, docteur Amenouvé, le directeur général de la Bourse de Casa. Même question pour vous. Vous y croyez et quels sont les signes qui vous permettent de croire qu'on va y arriver, de passer de l'ambition à la réalité? Le fait est qu'effectivement, il faut regarder les expériences dans le passé, et quand on regarde les bourses africaines, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes pour plusieurs bourses en Afrique où elles ont été très dynamiques, où elles ont été très pertinentes pour leur économie. Si je prends le cas de Casablanca, la période entre 2003 et 2008 pour la bourse de Casablanca était une période où on était en plein centre du développement économique. Si je regarde ce qui se passe, les dynamiques qui se passent sur la bourse du Caire, au Nigeria, et évidemment l'Afrique du Sud, j'ai envie de dire, c'est une autre dimension. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Maintenant, comme l'a dit Edo, il faut qu'il y ait une connexion de beaucoup de choses en même temps. Puisque, comme vous le savez, les marchés de capitaux, c'est avant tout la désintermédiation. Et la désintermédiation, c'est avant tout la confiance et la liquidité. Et donc, il faut, contrairement à un marché OTC qui est entre deux entités, il suffit juste que deux entités soient convaincues. Pour les bourses et les marchés de capitaux en général, il faut qu'il y ait une conjonction de beaucoup d'entités qui travaillent de manière efficiente dans la même direction et pour donner confiance aux investisseurs. Et donc, c'est possible, ça a déjà été démontré dans le passé. Et je pense aujourd'hui que nous avons un contexte de besoin de financement au niveau de l'Afrique qui me rend encore plus optimiste que d'habitude. Merci. Merci au directeur général. Président Patoki, justement, est-ce qu'on peut parler des axes prioritaires pendant qu'on y est, les axes prioritaires pour transformer le marché des capitaux
en de véritables leviers pour développer nos économies. Est-ce qu'il y a des axes prioritaires que vous pouvez nous suggérer? Oui, je voudrais vous remercier déjà pour cette opportunité. Les axes prioritaires, si vous voulez, comme on indiquait tantôt, il faut quelque part qu'on ait une réglementation qui suit les innovations, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, l'on a envie de faire beaucoup de choses, mais nous sommes quand même sur des marchés régulés. Donc il faut prévoir la réglementation qui permet vraiment de booster ces opérations-là. Et donc nous avons quelque part également, si vous voulez, la technologie aujourd'hui qu'on ne doit pas mettre de côté. Sans la technologie, nous sommes sûrs de ne pas pouvoir suivre le rythme de développement des marchés que nous souhaitons. Je voulais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Alors oui, même question pour vous en matière d'axes prioritaires. Alors en matière d'axes prioritaires, moi je dirais, j'en vois trois peut-être si on doit prioriser les choses. Donc le premier axe, ce serait un axe plutôt stratégique. Je pense que c'est important d'adopter cette démarche. Donc bien sûr en passant par un diagnostic, l'identification des mesures, enfin la démarche classique, communiquer sur la vision qui va découler de cette approche stratégique et l'engagement qui va être pris par les acteurs qui doivent la soutenir. Donc c'est un peu, bon, je vais faire un peu la promotion du régulateur vu que je représente le régulateur, c'est un peu l'approche que nous avons retenue dans le cadre de nos différents plans stratégiques, notamment le dernier, donc, qui est le plan stratégique 2021-2023, où nous avons vraiment axé notre réflexion, notre vision sur un service, pour la résumer, c'est-à-dire un marché des capitaux au service de la relance économique. C'est clair, c'est limpide et ça va droit au but. C'est-à-dire que toutes les actions qui vont découler de ce plan stratégique doivent converger vers cette vision. Et donc, pour ce faire, donc quatre axes de ce plan stratégique. Le premier, c'est c'est-à-dire favoriser le financement des entreprises à travers le marché des capitaux, mettre en place un cadre de régulation qui soit propice à l'innovation, ça a été dit. Et puis, en fait, ensuite, deux autres axes qui vont essayer d'accompagner tout ça. Le premier, c'est celui qui est de modernisation de l'autorité, notamment à travers une approche de transformation digitale, et puis ensuite un axe de renforcement et de mobilisation de tout l'écosystème. Donc ça, c'est sur l'axe stratégique, qui est le premier axe. Le second axe que je citerai, c'est l'axe de la réglementation. Ça a été évoqué. Il faut une réglementation qui soit, on va dire, adaptée aux besoins, réellement adaptée aux besoins des opérateurs, et non pas une réglementation juste pour la beauté du geste, pour cocher la case, dire on a tel et tel produit sur notre marché. Il faut qu'on ait une réglementation qui réponde aux besoins des opérateurs et qui permette vraiment de remettre le marché des capitaux au centre de son rôle principal, je dirais, qui est celui du financement de l'économie réelle. Donc et je pense qu'il faut, dans ce cadre-là, il faut changer un petit peu d'approche en matière de développement réglementaire. À titre d'exemple, je pourrais citer, sur le plan de l'architecture juridique de nos derniers textes de loi qui ont été adoptés, on a essayé de retenir dans ces textes de loi uniquement les principes et renvoyer au niveau réglementaire tous les détails évolutifs, tous les détails techniques qui peuvent être amenés à changer rapidement. Pour l'anecdote, nous avons eu une introduction en bourse il y a quelque temps qui ne répondait pas aux critères des marchés, des deux marchés que nous avons à la bourse de Casablanca. Nous avons un marché principal pour les grandes entreprises et un marché alternatif pour les PME. Cette entreprise ne répondait pas aux critères de ces deux marchés, et donc grâce à cette construction juridique, nous avons été capables très vite de créer un compartiment réservé aux entreprises de taille intermédiaire qui permettait d'accueillir cette entreprise à la bourse. Et on a pu faire ça très rapidement. À côté de ça, il faut, je pense aussi, essayer de revoir un peu... vous savez, le temps des marchés n'est pas le temps
du processus réglementaire. On est vraiment sur des temps qui sont différents. Et je pense qu'il serait illusoire de vouloir les aligner, mais au moins si on peut les rapprocher, ce serait bien. Et donc d'ailleurs, il y a notre comité national des marchés des capitaux qui s'était réuni l'année dernière et qui avait formulé une recommandation en ce sens, en disant qu'il fallait qu'on essaye d'avoir une sorte de fast-track pour les textes réglementaires du marché des capitaux, pour les textes du secteur financier, de manière à ce qu'ils puissent être adoptés rapidement et pouvoir répondre aux besoins au moment opportun. Souvent, les textes, comme un peu partout, mettent du temps à sortir et une fois qu'ils sortent, ils ne sont plus adaptés. Il faut tout de suite les modifier, il faut tout de suite les amender, etc. Donc je pense ça sur l'axe réglementaire. Et enfin, le dernier, ça a été aussi cité, c'est la mobilisation de l'écosystème. C'est extrêmement important. C'est-à-dire si on ne mobilise pas tout l'écosystème pour concourir à cet objectif, on aura beau courir chacun dans notre coin individuellement, on n'y parviendra pas. Voilà pour les axes prioritaires. Je reste quand même avec vous sur la question de la réglementation. On aura un panel qui sera dédié, mais question. Pourquoi souvent c'est lent d'aborder ces changements, ces modifications des règles de fonction? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de parties prenantes? Expliquez-nous en quelques mots pourquoi souvent on sait qu'il y a des choses à régler, il y a des régulations à faire, il y a des normes à modifier, mais on attend. Donc on ne comprend pas toujours. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement la dimension que j'ai évoquée, qui est celle du processus de validation des textes. Vous le savez, partout dans nos pays, il y a des textes qui sont préparés soit par le secteur privé, soit par les régulateurs. Souvent, la régulation, ou plutôt l'innovation, est portée par la réglementation et non pas par le secteur privé. Ça, c'est une petite parenthèse. Sur des marchés plus développés, on voit souvent que ce sont les initiatives du secteur privé qui tirent l'innovation et la réglementation qui en découlent. Ici, c'est l'inverse. En tout cas, le processus de développement réglementaire est assez long puisqu'il y a différentes étapes. Il faut consulter les pouvoirs publics, il faut consulter les parlements, etc. Et donc, ça prend du temps. D'où l'idée d'essayer d'avoir une procédure spécifique pour les textes du marché des capitaux ou du secteur financier dans son ensemble qui permettent d'aller plus vite pour essayer de répondre aux besoins au moment opportun, encore une fois. C'est-à-dire, par exemple, lorsque nous avons eu une crise, nous avons connu la crise du Covid, typiquement, il y a eu un certain nombre de besoins qui sont apparus et il a fallu aller très vite. Et à ce moment-là, effectivement, on a eu du répondant. Les pouvoirs publics étaient vraiment sensibilisés à la question et on a eu du répondant, on a eu un accompagnement. On a pu faire profitant de cet état d'urgence exceptionnel, on a pu faire passer un certain nombre de mesures qui ont d'ailleurs permis d'accompagner plusieurs entreprises en permettant de lever des capitaux. Je donne l'exemple, par exemple, de tout ce qui est lié à la dette privée. Donc les entreprises marocaines, pendant cette crise du Covid, ont pu continuer à lever de la dette et ont pu le faire plus rapidement qu'en temps normal. En témoigne d'ailleurs le taux d'évolution. Par exemple, en 2020, les levées de dette obligataire ont progressé de 10% par rapport à 2019. Et le segment de la dette privée par placement privé a, elle, progressé de plus de 120%. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à apporter des assouplissements en matière de délai, en matière de flexibilisation qui ont permis vraiment d'apporter des réponses concrètes aux entreprises. Donc il y a cette dimension-là, il y en a d'autres, je laisserai les Monsieur Sidiki, vous remarquerez que j'ai essayé de maximiser votre temps de parole autant que possible. Avec plaisir. Puisque vous êtes beaucoup plus loin de moi. Alors, monsieur le président de l'ASEAN, monsieur Edokossi Amenonve, est-ce que, d'après vous, on doit partir vers un véritable changement de paradigme ? Ça, c'est la véritable question. Est-ce qu'on doit envisager une redéfinition du rôle des marchés? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de réfléchir pour aborder les nouvelles mutations, les nouvelles tendances qui sont en face de nous? Bon, je ne pense pas que ce soit la définition qui soit en cause. Hein. Je n'y crois pas du tout. On est parti de quelque chose de simple qui est universel. On est parti du fait qu'une économie fortement intermédiaire n'arrive pas à produire de la croissance et du développement.
en raison des coûts d'intermédiation. On a dit qu'il faut aller vers des économies des intermédiaires. Et les marchés de capitaux constituent par excellence l'un des instruments privilégiés pour les économies des intermédiaires. C'est simple, c'est ce qu'on nous dit de faire. Ce n'est pas la définition. La définition, elle est claire, elle est précise, elle est nette. C'est comme en mathématiques. Vous avez une formule. Vous l'appliquez mal, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Il faut qu'on applique bien la formule pour avoir la bonne réponse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons travailler sur trois choses qui se retrouvent dans la définition. D'abord, l'économie des intermédiaires. Avons-nous construit des écosystèmes qui permettent d'atteindre les objectifs d'une économie des intermédiaires? Avons-nous à l'esprit que pour cela, il nous faut travailler sur les coûts de transaction, sur la facilité d'accès au marché, etc. Il faut que nous puissions travailler sur ça. De l'autre côté, on nous dit simplement de mobiliser des ressources à long terme pour financer des entreprises à long terme. Mais nous ne travaillons pas assez sur la mobilisation des ressources à long terme. Nous ne faisons pas les réformes qui sont indispensables pour développer l'épargne à long terme dans nos économies. Les pays qui l'ont fait ont réussi quand même à développer leur marché. Le Maroc est un exemple, le Nigeria est un exemple, le Botswana aujourd'hui est un exemple. Il faut travailler à développer l'épargne à long terme. On a tendance à trop regarder le côté des entreprises. Ah, pourquoi on n'arrive pas à financer, pourquoi on n'arrive pas... Il faut bien aussi qu'en face, on ait une épargne à long terme qui s'exprime massivement et qui est disponible tout le temps pour pouvoir accueillir les opérations de marché. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Maintenant, côté entreprise, est-ce qu'on a travaillé de manière à ce que les trois sources d'alimentation de la bourse soient des sources qui, je dirais, soient efficaces? Ne nous faisons pas d'illusions. On les connaît. C'est les privatisations, c'est les admissions volontaires et c'est les sorties de fonds de private equity. On ne privatise pas assez. Regardez, j'ai montré le panorama des bourses africaines aujourd'hui et j'ai fait, je dirais, le lien entre la taille des économies. Mais il y a encore des économies en Afrique de très grande taille qui n'ont pas de bourse efficace. Est-ce que ça peut se comprendre? Dans le top 5 des économies africaines, il y a encore des pays qui n'ont pas de bourse à la dimension de la taille économique, avec des grandes entreprises publiques qui ne sont pas privatisées. Si ces entreprises arrivaient sur le marché africain, ça va changer complètement la taille de nos marchés. Ouais, donc il y a tout ça, ce n'est pas la définition, mais c'est l'application de la formule. La formule est mal appliquée, la réponse sera mauvaise. Merci, Président Idokossi Amenonve. Monsieur le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, je pense que le président du conseil d'administration parlait de ces Maroc Télécom qui est venu sur le marché. Je pense qu'également sur la BRVM, on annonce l'arrivée d'opérateurs télécoms majeurs. Donc ils vont peut-être restructurer, comme ça a été le cas au Maroc, la figure du marché. Question pour vous, est-ce qu'en matière de volonté politique, est-ce qu'on note un véritable encouragement des sociétés d'État à aller sur la bourse? Je veux voir l'exemple du Maroc. Parce que tout à l'heure, le directeur général rappelait que les privatisations, les sociétés détenues par l'État seraient encouragées à aller sur la bourse. Quel est le cas aujourd'hui au niveau du Maroc? Je vais peut-être prendre un petit chemin avant de répondre à cette question, pour effectivement continuer sur l'analogie de mon ami Edo, et de dire souvent, il y a beaucoup de bruit qui sort de la bourse, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur la bourse, mais c'est souvent des choses qui sont dans le milieu du trading, qui sont dans le milieu de la volatilité. Et malheureusement pour nous en Afrique,
ces choses-là peuvent faire que ceux qui réfléchissent à la bourse n'entendent pas ou ne se concentrent pas sur la raison principale d'une bourse. Alors la raison principale d'une bourse à 95%, c'est de financer l'économie réelle. Et c'est là où, pour reprendre le discours de Matteux, il ne faut pas qu'on ait une approche d'ingénieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons un produit, et s'il ne marche pas, c'est qu'il n'est pas suffisamment compliqué. Ça, c'est le pire. Et on le voit arriver de façon régulière sur les marchés de capitaux. Ah, ça ne marche pas, il faut en faire des options, il faut faire des produits encore plus compliqués. Je pense que la problématique des bourses et des marchés de capitaux en Afrique, c'est justement qu'il ne faut pas faire plus compliqué, il faut faire plus simple. La bourse a été inventée en 1602 aux Pays-Bas, et c'est un produit qui est très simple. C'est que grosso modo, vous avez des entreprises qui doivent renforcer leur capital. Quand elles renforcent leur capital, elles ont une meilleure gouvernance et elles ont une meilleure capacité pour regarder vers le futur. Soit vous êtes très endetté et vous travaillez juste pour payer la traite de la fin de mois, soit vous renforcez votre capital à travers la bourse, vous avez des partenaires intéressants, et là vous réfléchissez à vous exporter, vous réfléchissez à ouvrir de nouvelles lignes, etc. Et donc cette mentalité de croissance dont Edo a parlé, c'est cette mentalité qu'on doit retrouver dans l'économie. Et évidemment, vu la taille de l'économie, les pouvoirs publics continuent à être un acteur très très important. Et donc ce que je dirais, c'est que probablement au Maroc, nous avons des acteurs publics qui aiment la bourse pour leur propre financement, mais je pense qu'ils peuvent faire un peu plus pour le financement de leurs clients, quelque part, des entreprises. C'est-à-dire que nous avons, que ce soit, j'aime bien le dire en rigolant, les meilleurs clients de la bourse de Casablanca aujourd'hui, ce sont l'État et les banques. Alors je pose toujours la question, ne devraient-ils pas eux-mêmes en parler à leurs propres clients? Et c'est, je pense, là le vrai challenge que nous avons tous ensemble, parce que c'est un marché qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas tourner à demi-vitesse. Soit il tourne à plein vitesse, soit il ne tourne pas. Je pense que c'est un petit peu le point que Edo souhaitait également pousser. Soit on crée un cercle vertueux, donc c'est un marché des intermédiaires, et on arrive à ce que la partie droite de la salle qui cherche du financement et la partie gauche de la salle qui cherche à investir se parlent ensemble, et tout d'un coup on a un truc magnifique. Soit il n'y a rien qui se passe, contrairement à peut-être la philosophie. Et donc je pense que, peut-être en répondant à votre question sur la définition, peut-être la définition technique, elle est là, effectivement, comme l'a dit Edo. Mais la définition philosophique, je pense que nous tous, on doit faire un plus grand effort. Et quand je dis nous tous, évidemment, je parle des pouvoirs publics, et après enclencher les différents écosystèmes qui vont avec, le système bancaire, le système financement, le système entrepreneurial, parce que nous tous, il faut qu'on comprenne quelque chose, et Edo a parlé des PME, mais la croissance et la création d'emplois dans tous les pays, toutes les études sont très claires là-dessus, ce n'est pas les entreprises publiques qui le font, ce n'est pas les grandes entreprises qui le font, c'est avant tout les entrepreneurs. Et donc mettre l'entrepreneur au centre de ce système de financement est très important. Je vais finir sur les entreprises publiques. Alors au Maroc, les entreprises publiques, nous avons eu un certain nombre d'entreprises publiques qui a vraiment beaucoup poussé le marché, mais j'encouragerais aujourd'hui, et c'est la discussion que nous avons avec les pouvoirs publics, qui se rendent compte qu'il doit y avoir aussi une réforme des autres entreprises publiques qui ne sont pas aujourd'hui nécessairement dans un but commercial, mais qui peuvent avoir une partie commerciale et une partie sociale. Nous avons aussi une discussion au Maroc aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que le poids de l'investissement public est beaucoup trop élevé par rapport au poids de l'investissement des entreprises privées. Et donc j'encourage réellement les entreprises, les pouvoirs publics qui réfléchissent à cela, à intégrer les marchés des capitaux dans cette discussion. Souvent, peut-être moins au Maroc, mais de manière générale dans nos pays, quand on réfléchit à l'investissement privé, on réfléchit à quelqu'un qui a son chéquier, qui va sortir son chéquier, qui va le signer. Comme vous le savez, la majorité des pays développés, non, on parle d'investissement privé, on réfléchit avant tout aux institutionnels. Que font les institutionnels, comment on peut le mobiliser? Il se trouve qu'au Maroc et en Afrique, nous avons des investisseurs institutionnels et des personnes privées qui ont beaucoup d'épargne, qui est dormante et qui peut beaucoup contribuer. Et il faut une vraie réflexion sur ce que j'appelle cette définition philosophique de comment tout ça doit tourner de manière efficiente. Merci beaucoup. Président Patoki, je voudrais qu'on regarde la question des PME. Les règles ont évolué, les PME sont admises à la cote, mais elles viennent timidement. Est-ce que vous avez un retour, notamment des PME pressenties pour être cotées, retour selon lesquels
il y aurait un problème au niveau des règles, des réglementations qui ralentiraient ou alors qui serait un peu trop sélectif pour attirer les PME. Est-ce que vous avez un retour comme ça au niveau du régulateur? Oui, non, en réalité, aujourd'hui, le problème des PME reste un autre problème de financement. Ce n'est pas la réglementation. La réglementation est là et donc chacun doit pouvoir remplir les conditions, respecter la réglementation pour avoir accès. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde de façon globale, le sentiment qu'on a, c'est que les entreprises, de façon générale, les PME de plus en plus, n'ont pas la perception ou ne voient pas très bien l'intérêt du marché financier. Quand on parle de problèmes de financement, le réflexe premier, c'est les banques. C'est ce que l'on constate généralement. Lorsque vous discutez avec un entrepreneur qui rencontre une difficulté, la première des choses qu'il vous dit, oui, je suis allé à la banque, je veux aller vers telle banque, et les conditions, mais nous disons, il n'y a pas que la banque, il y a quand même le marché financier, et donc il y a aussi d'autres mécanismes par lesquels vous pouvez mobiliser des ressources pour financer vos activités. Donc il y a quelque part cette méconnaissance et même les problèmes même des PME. Je pense qu'il y a un atelier qui sera consacré à ça. Il faut discuter sérieusement de ce que les PME doivent faire pour justement pouvoir accès au financement, parce que dans nos pays, globalement, c'est les PME qui tirent la croissance et c'est les plus importantes que nous notons. Pendant que vous parliez, je regardais du côté du président de la FIPME en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure, ou peut-être demain dans l'atelier qui sera consacré, d'écouter également leur retour. Monsieur Sediki, les PME, je sais que sur la bourse de Casablanca, il n'y a pas encore le niveau d'enthousiasme qu'on avait souhaité. C'est quoi votre regard dessus? Et est-ce que vous avez des retours sur quelques craintes en matière de réglementation? Effectivement, on a mis en place un cadre assez récemment, en 2019, dédié aux PME. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est le marché alternatif, donc, qui est un marché qui est dédié aux PME, avec des règles d'admission, des règles de fonctionnement qui sont allégées, qui sont adaptées à ce type d'entreprise. Alors, c'est arrivé, ça a coïncidé avec le Covid, donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu cet engouement. Je reste optimiste, enfin, en pensant que c'est peut-être une des causes. Et donc, on a essayé de creuser, essayé de voir avec la bourse de Casablanca quelles étaient les raisons qui faisaient que ces PME ne venaient pas se financer sur le marché. On a monté un groupe de travail avec l'écosystème, avec les différentes parties prenantes. On a envoyé des questionnaires, on a essayé d'identifier les raisons. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a une question de perception, il y a une question, on pense que la bourse c'est un produit un peu élitiste. Il y a une question aussi de coût, que ce soit le coût des conseillers ou le coût de la communication ou le coût même de la post-introduction en bourse, avec l'obligation de produire des états financiers, de communiquer régulièrement, etc. Donc toute une série de contraintes qu'on a essayé d'adresser en montant une offre avec la bourse de Casablanca, Maroc Clear, le dépositaire central et l'association des sociétés de bourse. On a monté une offre qui essaye de répondre à ces problématiques, une offre qui repose sur 3 piliers. Premièrement, la tarification. Donc, on a essayé de réduire de manière significative les commissions des différents intervenants sur la chaîne d'accès au marché. De manière significative, vous avez dit? Significative, de 50%. Sur toute la chaîne d'accès au marché. On pense qu'on va pouvoir élargir ça à d'autres acteurs. Deuxièmement, sur la simplification des procédures, ça aussi c'était un frein qui était remonté par les PME, donc en essayant d'optimiser les procédures d'instruction de traitement des demandes d'IPO de la part de PME. On a prévu notamment, on a mis en place un guichet unique au sein de la MMC qui permet de recevoir les dossiers des PME
pour leur éviter d'aller chez plusieurs intervenants, etc. Donc l'AMMC reçoit les dossiers, ensuite les dispatche sur les autres intervenants de la chaîne. Et le troisième axe, qui est, je pense, un axe qui est l'axe le plus important, c'est un axe d'accompagnement et de formation de ces PME, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de pédagogie à mener. D'ailleurs, je salue l'initiative de la bourse qui a été entamée récemment, ou peut-être reprise récemment, qui est d'aller voir les PME dans les régions, dans les différentes régions du Maroc. On a accompagné la bourse il y a un mois, je crois, à Fès. Demain, avec M. Snaji, on se rend à Oujda pour prêcher la bonne parole, pour essayer d'expliquer, pour essayer de vraiment parler un langage simple et dire vraiment la bourse propose des solutions concrètes et relativement simples pour financer les PME. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y venir. Effectivement, il y a des prérequis à respecter en termes de gouvernance, en termes de transparence, mais je dirais... Il faut être ambitieux. Voilà, il faut être ambitieux. Il y a quelques contreparties à la levée de ces capitaux, mais franchement, ces contreparties ne sont pas excessives. Elles sont simplement, si vous voulez, la manière de rassurer l'investisseur pour qu'il vous donne l'argent pour lever les fonds, tout simplement, et de créer cette relation de confiance avec l'investisseur. Alors, on va permettre aux participants de poser certaines questions, mais je veux revenir à vous, M. Senhachi. Est-ce que jusqu'à présent, on a quelques PME qui sont déjà venus sur la bourse et qui pourraient servir d'exemple, qui sont des success stories ou bien qui ont des retours d'expérience qui pourraient encourager d'autres PME justement à venir sur la bourse? Alors, vous faites effectivement un très bon point, une très bonne question, parce que bon, ça m'a pris quelques temps pour m'en rendre compte que la meilleure promotion du marché boursier pour une entreprise, c'est de ramener une entreprise déjà cotée. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons récemment lancé l'association des entreprises ayant fait appel public à l'épargne, avec la CGEM et le soutien de la MMC, et qui regroupe une centaine d'entreprises. Et aujourd'hui, à chaque fois que nous avons une discussion avec une entreprise, je conclue toujours la réunion par la meilleure façon qu'on puisse faire, c'est que vous ayez un déjeuner avec un chef d'entreprise d'une société cotée, vous choisissez laquelle vous voulez, je vous arrange le déjeuner et pourra vous dire tout le bien et le mal qu'il pense de la bourse. Effectivement, c'est un excellent point, parce que ce qu'on essaie de dire, c'est que ce n'est pas juste un problème technique, ce n'est pas un problème de régulation, c'est très 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 souvent avant tout un problème d'image, et donc on essaie de... Et donc de communication. Exactement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si nous avons des questions dans la salle, c'est l'occasion, puisque je ne sais pas si tous nos intervenants seront là sur les autres panels, donc c'est peut-être l'occasion de tirer le meilleur sur l'ensemble des problématiques qui pourraient être abordées aujourd'hui et demain. Vous avez la parole. Hésitation généralisée, mais c'est toujours comme ça, jusqu'à ce qu'un leader se décide de poser la première question. Un leader, un homme, ça peut être un homme comme une femme. Oui, une femme, voilà. Est-ce qu'on a un micro qu'on peut partager avec... Oui, elle est juste là, levez la main pour qu'on vous identifie. Voilà. Bonjour à tous, je suis Sandrine Kouakou, senior manager audit chez Deloitte. Merci pour votre intervention. Je voulais juste revenir sur les dernières paroles au niveau du modèle marocain. Donc l'intervenant a dit qu'il y a des solutions concrètes et simples qui sont proposées pour financer les PME et qu'il y a quelques contreparties à la levée des capitaux. Enfin, je voulais qu'on aille un peu plus en détail. Sur les contreparties? Oui, non seulement sur les solutions concrètes et simples donc, qui sont évoquées, et sur les contreparties.
C'était vous, M. Sidiki? Oui, c'était moi. Donc, alors sur les solutions, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'apporter des solutions adaptées à chaque catégorie d'entreprise. Alors pour les plus petites, ce qui a été prévu, c'est la mise en place d'un cadre pour la finance collaborative, qu'on appelle collaborative ici, le crowdfunding. Donc c'est quelque chose qui est sur le point d'être opérationnalisé. C'est imminent. Donc là, c'est pour vraiment la catégorie des petites entreprises. Pour les PME, c'est le financement essentiellement à travers la bourse, donc à travers le marché alternatif qui a été dédié à ces entreprises-là, avec des conditions d'accès vraiment très allégées, c'est-à-dire à partir d'une émission de 5 millions de dirhams, vous pouvez accéder à ce marché-là, avec des règles de séjour en matière, par exemple, de communication financière. Il y a plusieurs allègements qui ont été opérés. Par exemple, ces entreprises ne sont pas assujetties à la publication d'indicateurs trimestriels, contrairement aux grandes entreprises. Elles ne sont pas assujetties à la publication du rapport ESG, donc, qui rend compte des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Sur le plan de la gouvernance, le nombre d'administrateurs indépendants exigé est simplement d'un seul administrateur indépendant versus 2 pour le marché principal. Donc voilà, il y a toute une série d'allègements qui ont été prévus pour essayer de simplifier l'accès de ces entreprises au marché des capitaux, en plus de l'offre que j'ai évoquée tout à l'heure, qui permet de répondre à certaines de leurs problématiques, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes d'accompagnement, de formation. Mais il y a des contreparties. Oui, les contreparties existent. C'est effectivement, toute entreprise qui souhaite lever des fonds doit donner de l'information aux investisseurs à l'occasion de l'opération et régulièrement tout au long de la vie de l'entreprise sur le marché financier. Donc ça passe par des publications périodiques. Voilà. Et vraiment, je pense que ça, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme un atout, puisque grâce à cette communication, l'émetteur construit une relation de confiance avec ses investisseurs, une relation de confiance sur la durée. D'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs études qui démontrent ça. Les entreprises qui communiquent le mieux, ce sont celles qui sont les plus résilientes en période de crise, parce que leurs investisseurs leur font confiance, parce qu'elles communiquent régulièrement dans de bonnes conditions. Donc, notamment des contreparties en matière de transparence et de gouvernance. Je donne juste peut-être un des avantages, il y en a beaucoup, mais par exemple la transmission des entreprises familiales. Oui. On a remarqué qu'au niveau des entreprises à la côte de Casablanca, il y avait une grande amélioration. Malheureusement au Maroc, et je pense que c'est probablement le cas ailleurs en Afrique, dès la deuxième génération, il commence à y avoir des problèmes de gouvernance et beaucoup d'entreprises, alors là, arrêtent de travailler à la troisième génération. Ce n'est pas le cas si elles sont introduites en bourse. Donc ça démontre un des avantages. Merci. Une autre question, une autre intervention? Oui. Je suppose, je suis presque sûr qu'on va parler aussi de l'intérêt des PME avec le président de la FIPME de Côte d'Ivoire. Bonjour, merci. Je suis donc le docteur Boguifo, président de la Fédération ivoirienne des PME. Bien, on aura le temps, bien sûr, de parler des problèmes des PME en disant que difficultés d'accès à la bourse, etc. Lorsque le président Aminouvé parlait, il a dit de façon précise que les sociétés d'État étaient justement ces entreprises-là qu'on devrait voir à la bourse, qui devaient permettre justement au système boursier de marcher en Afrique. Et il dit en même temps que les États, ces sociétés-là, on ne les retrouve pas justement à la bourse. C'est vrai qu'on indexe d'un côté les PME, on aura le temps d'en parler. Mais pour nous, ce serait un exemple de voir ces sociétés d'État-là, justement, donner l'exemple en arrivant à la bourse. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette question-là? La question est adressée à qui? Monsieur Aminouvé. Voilà qui est clair. Bon, alors sur les sociétés d'État, d'abord, vous savez que nos États étaient tous engagés dans des programmes de privatisation il y a 20-30 ans, avec pour justement objectif de se désengager du secteur productif et dans beaucoup de segments d'activité qui sont devenus des segments où la présence de l'État n'était plus nécessaire. Mais malheureusement, on a constaté que l'option
de pouvoir ouvrir le capital aux locaux, aux nationaux, n'a pas été souvent l'option privilégiée. Parce que, vous savez, pour plusieurs raisons. Il y a toujours un partenaire stratégique financier qui vient dire « Oui, moi je suis capable, je reprends la part des États, je vais continuer par développer la société, l'État va garder 10%, un poste au conseil d'administration, on lui donne même la présidence. » Bon, voilà quoi. Alors que, quand l'on voit l'histoire de l'Afrique, notamment comment nos États ont mis leurs maigres moyens pendant des années à développer des segments d'activité stratégiques, eau, électricité, télécommunications. Après plus de 20, 30 ans, ces segments sont devenus des actifs importants pour nos pays. La logique voudrait que l'État se mette aussi comme un investisseur qui, après avoir investi pendant des années, désinvestit. Et au-delà du fait que c'est un investisseur, l'État a une responsabilité d'associer les nationaux à la chose économique. Si on reste dans cet état d'esprit, donc tout naturellement, les États doivent non seulement désinvestir, parce qu'un investisseur qui reste dans un segment d'activité pendant, l'État particulièrement, où ce n'est pas son rôle, pendant 50 ans, 100 ans, ça n'a pas vraiment de sens économique. Sauf si, bon, les petits avantages à gauche, à droite le justifient, mais en réalité, l'économie fonctionne de façon graduelle. À un moment donné, on investit, à un moment donné, on désinvestit. Donc l'État ne peut pas rester dans des secteurs productifs où la réglementation est venue instaurer une concurrence, où il faut plus d'efficacité, une meilleure gouvernance, etc. On reste dedans et on ne veut pas que d'autres arrivent. Et donc pour moi, c'est important que non seulement nos États soient sensibilisés à cela, les actifs qu'ils ont construits pendant des années doivent profiter aux nationaux par la privatisation. C'est un objectif de développement. La répartition de la richesse dans une économie est un objectif de développement. La richesse n'est pas salariale uniquement. On ne peut pas créer une économie performante avec des salariés. Il faut créer une économie performante avec des gens qui sont actionnaires d'entreprises. Les exemples sont là aux États-Unis, en Europe. Mais comment les citoyens africains deviendraient des actionnaires des entreprises si ce n'est pas l'État, à travers des privatisations qui leur donnent l'opportunité de devenir actionnaires? Donc pour moi, c'est fondamental que l'on puisse faire ça. Il y a eu des contraintes, les comités de privatisation ont travaillé, ont disparu, d'autres sont restés. Le programme de privatisation s'est réduit comme peau de chagrin, bref. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qu'on doit remettre sérieusement sur la table avec les objectifs, les deux principaux objectifs dont j'ai parlé. L'État investisseur qui désinvestit pour favoriser, je dirais, le développement des secteurs d'activité, puisque aujourd'hui, c'est des secteurs ouverts, et l'État qui redistribue la richesse créée pendant des années sur des actifs importants aux nationaux. Si ces objectifs-là guident, je dirais, nos États, on verra plus de privatisation à travers la bourse, parce qu'aujourd'hui, la bourse est le seul instrument de démocratie économique et financière où l'on peut aller à tout moment prétendre être actionnaire d'une société, à tout moment, chaque jour. Donc c'est le seul instrument. Donc il faut mettre cet instrument au cœur du développement économique. Pour les PME, je vais répondre au président pour enchaîner sur la question des PME. Vous avez dit qu'il faut qu'on parle de réalité. Ne soyons pas dans les ambitions seulement. Les PME que nous visons, ce ne sont pas toutes les PME. Nous cherchons les PME à fort potentiel de croissance qui ont la capacité de transformer les économies africaines au cours des prochaines décennies. Mettons les choses vraiment en perspective.
Combien de PME il y a aux États-Unis? Des millions, des centaines de millions de PME. Combien ont accès à la bourse? Est-ce qu'on s'est posé la question? En Chine, pendant 40-50 ans, combien de PME chinoises? Il y a à peine 2000, 3000 qui sont venus sur la bourse de Shenzhen et la bourse de Shanghai. Donc, pensons-nous vraiment que nous allons attirer les millions de PME de nos pays à la bourse? Si on arrive, moi je prends le cas de l'UEMOA, si on arrive à attirer une centaine de PME sur la BRVM, on aura marqué un très grand pas dans la création de champions nationaux qui vont demain jouer un rôle extrêmement important dans la reconfiguration de nos économies. Donc, il ne faut pas qu'on aille se disperser. Il faut qu'on cible bien les PME qu'on veut dans les segments d'activité. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les aide. On n'en aura pas 1000 en Côte d'Ivoire, on n'en aura pas 200 au Togo, on en aura peut-être 50 en Côte d'Ivoire, 30 au Sénégal. Mais c'est déjà très bien d'avoir 50 PME ivoiriennes qui sont structurées pour jouer un rôle extrêmement important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire au cours des 20 prochaines années. Si on leur donne ces moyens, je vous parle de la bourse de Shanghai et de la bourse de Shenzhen, 2000, 3000, ça suffit pour transformer l'économie chinoise. Donc nous devons faire la même chose. Et pour ça, il y a tout un travail à faire d'accompagnement des PME, ce qu'on a déjà entamé, l'accompagnement de la régulation, mais aussi, et vous avez parlé du changement de paradigme, le changement de paradigme de nos dirigeants de PME. On n'est pas PME pour rester PME. Est-ce que l'on se projette dans l'avenir? Où est-ce qu'on veut aller? On veut rester uniquement une entreprise locale qui performe, ou bien on a des grandes ambitions? C'est fondamental. Moi, quand je reçois des dirigeants de PME, parce que vous avez parlé de la réglementation, des contraintes et tout ça, dès qu'ils me posent la question, tout ça me coûte quoi? Je suis découragé. Je lui dis en même temps, mon ami, avec cette question, vous n'irez nulle part. La question que vous devez poser, qu'est-ce que ça me rapporte? Il est plus facile de quantifier aujourd'hui ce que ça vous coûte, l'accès à la bourse. Mais savez-vous ce que ça va vous rapporter? Alors voilà la mentalité des PME francophones. Qu'est-ce que ça me coûte? Tant que ça me coûte quelque chose, je ne fais pas. Ah non, qu'est-ce que ça me rapporte? Ça, c'est la question du développement. La question du coût n'est pas une question de développement. La question de ce que ça me rapporte, c'est cette question qui permet d'avancer. Et c'est ça aussi sur quoi le président travaille avec ses PME. Et nous devons mettre l'accent sur cette culture de la performance plutôt que cette culture de la gestion des prix. Merci, docteur Idokossi Amenonve. On va y arriver, mais il faut qu'on ait les premières PME, justement, les toutes premières qui rentrent et qu'on puisse voir, comme c'est le cas à Casablanca, qu'on puisse dire, si vous voulez avoir un exemple, prenez n'importe laquelle des PME qui est en ligne, et puis on aura un retour d'expérience. Nous en avons sélectionné 30 au sein de l'UEMOA. Oui. Comme Lazare a sélectionné une soixantaine de fois. Nous avons travaillé pendant 3 ans avec ces PME-là. Aujourd'hui, nous avons 4 ou 5 qui sont préparés, qui veulent venir. On a pris le temps de les former sur les aspects juridiques, de les former sur les aspects de la préparation de la diffusion d'informations financières de qualité. On a pris le temps de les former sur le business plan, le développement des activités. Et mieux encore, on a pris le temps de les former sur ce qu'on appelle l'histoire de marché. Vous savez, la bourse est des belles histoires. On ne vend pas au marché ce qu'on a été, c'est ce qu'on sera quand on vend à la bourse. Nos PME, vous les rencontrez, ils vous disent ce qu'ils ont déjà fait. Ça ne nous intéresse pas, ce que vous avez déjà fait. Mais c'est ce que vous voulez faire dans le futur qui intéresse la bourse. Pour ça, il faut construire l'histoire. Donc nous les avons préparés, il y en a 5, je pense qu'il y en a 2, 3 qui ont déjà contacté le régulateur, des RGI et tout ça. Bon, un peu plus tard que la semaine dernière, une m'a dit, je suis passé à l'Assemblée générale, j'ai obtenu l'autorisation de l'IPO. C'est très bien. Quand on aura 3 ou 4 comme ça, qui viendront à la bourse, vous verrez que d'autres suivront. Ah, c'est bon signe, ça nous donne des frissons. Merci d'encourager les PME. Voilà, allez sur le marché de la BRVM. Docteur Boguifo, dans tous les cas, le message du directeur général de la BRVM,
c'est de dire n'attendez pas la société d'État, venez déjà. Hein, voilà. Concernant les sorties des sociétés d'État par le marché, est-ce qu'il y a quand même des États qui frappent à votre porte? Est-ce qu'on sent 8 IPO en 2011, 8 États sous la BRVM. Est-ce que parmi les 8, il y a au moins un qui donne des signes de vouloir... Non, bon, on a quand même des exemples et il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La Côte d'Ivoire a quand même été et reste leader en la matière dans notre sous-région. La Côte d'Ivoire a privatisé plus d'une dizaine d'entreprises par là. Et ça, c'est important. Et ça continue. On a encore des sociétés d'État que l'État cherche effectivement à faire entrer à la bourse. C'est très bien. Le Sénégal a amené la Sonatel, l'Onatel est venu du Burkina. Il y a eu quelques cas dans les autres pays aussi d'entreprises d'État qui sont venues dans le marché. Mais ce n'est pas assez pour les 8 pays. On a encore des entreprises dans le domaine de l'eau, de l'électricité, des télécommunications dans quasiment tous les pays qui peuvent venir sur le marché. C'est de ça qu'on parle. Oui. À partir du moment où c'est des secteurs, il y a quelques années, c'est des secteurs fortement, je dirais, régulés par l'État lui-même. Il n'y avait pas la concurrence, il n'y avait pas d'ouverture. Mais aujourd'hui, dans des secteurs où des opérateurs privés peuvent effectivement venir investir et performer, est-ce que l'État a les moyens de suivre, je dirais, les investissements des privés dans un segment comme l'eau, l'électricité et les télécommunications? Mais en ce moment, il faut privatiser. Il faut privatiser, mais j'entends pas privatisation, encore une fois, pas seulement, je dirais, céder un partenaire qui dit j'ai les moyens, donnez-moi, mais obliger ce partenaire-là à mettre 20% dans le public. Il y a deux objectifs. Il ne faut pas perdre de vue les deux objectifs. Il y a l'objectif, je dirais, de la continuité du service public dans une certaine mesure, avec des gestionnaires performants, mais il y a l'objectif de l'actionnariat populaire, de la redistribution de richesses sur les citoyens du pays. Si on perd de vue ces deux objectifs, on n'atteint pas les objectifs de la privatisation et la bourse de l'emploi. On demande 20% du capital. Chez nous, au Maroc, j'imagine, c'est 20%. Mais le partenaire a encore 80%. Ouais. Donc pourquoi refuserait-on de donner 20% au public? Si ça peut aider les nationaux à devenir actionnaires, bon, on va dire qu'ils viennent embêter les gens à l'Assemblée générale. Il faut bien quand même qu'il y ait des gens qui viennent embêter les gens à l'Assemblée générale quand même. Alors le micro est ouvert. Les 2000 sociétés privatisables que vous avez, c'est privatisable, hein, donc c'est des sociétés qui appartiennent aux États. Est-ce que, quand on dit que c'est privatisable, ça veut dire qu'on a déjà vu leur niveau de gouvernance, leur niveau de transparence, leur niveau de communication financière et tout ça, ou alors il faut les accompagner encore? C'est pour la plupart de très grandes sociétés qui sont là depuis 40-50 ans, mais où l'État, en réalité, n'a plus rien à faire. Il faut les privatiser. Ce sont dans des segments concurrentiels. Monsieur Seyni Hadji, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir sur un point, et je pense à un petit changement de paradigme qu'on essaie d'introduire, nous, au niveau de nos discussions avec l'État, qu'une introduction en bourse ne veut pas nécessairement dire une privatisation. Une introduction en bourse, c'est ouvrir votre capital de manière minoritaire, et si ça ne s'accompagne pas avec une vente à un autre partenaire, eh bien c'est juste une introduction en bourse. Pourquoi c'est intéressant dans notre discussion avec l'État, et je pense, j'espère que mon ami Edo trouvera cette remarque intéressante, c'est que vous venez dire à l'État, il y a quelqu'un qui ne va pas venir vous embêter de manière très forte. Vous gardez le contrôle, ça reste une entreprise publique, et ça lui permet petit à petit de passer d'un rôle d'entreprise 100% publique au rôle d'une entreprise qui commence à être challengée par le marché. Nous avons une entreprise publique qui s'appelle Marsa Maroc, qui a introduit une partie de son capital minoritaire à la bourse. Ça reste une entreprise publique, mais c'est une entreprise publique qui est beaucoup plus musclée, qui est beaucoup plus entraînée
que si elle était dans le cas. Et donc, on pousse beaucoup parce que souvent, on parle d'une introduction en bourse d'une entreprise publique égale privatisation. On est en train de pousser beaucoup ce concept que non, ça permet avant tout de remettre en cause la gouvernance, l'efficience, la façon dont cette entreprise travaille, pour se faire encore plus d'argent pour l'État. Peut-être vous l'introduisez en bourse et 5 ans plus tard, si vous voulez la privatiser, là vous la privatisez, croyez-moi, le prix que vous allez obtenir si vous la privatisez après une IPO va être beaucoup plus intéressant. Donc je pense que ça peut être un modèle intéressant pour nos pays. C'est un point. Président Patoki, est-ce que sur le marché régional, il y a une contrainte réglementaire à ce qu'une entreprise publique aille sur le marché en tant qu'entreprise publique? Non, pas du tout. La réglementation n'interdit pas. Il n'y a pas de contrainte particulière, il n'y a rien au niveau du régulateur qui empêche à une entreprise de venir s'introduire en bourse. La question est de voir jusqu'où on respecte la transparence aussi. C'est aussi ça. Ouais. Ça il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il faut être transparent. Si vous venez à la bourse, si vous venez sur le marché, ça veut dire qu'on doit à tout moment savoir ce que vous faites, ce que vous êtes et où vous allez. Donc, c'est des règles de transparence qu'il faut tout simplement respecter. Alors, ça veut dire qu'à mesure que les États élèvent le niveau de bonne gouvernance des sociétés à participation publique majoritaire ou des sociétés d'État, ça peut faciliter justement le changement de mentalité et la préparation de ces sociétés-là à aller sur le marché. Absolument. Ah, Absolument. Tout est lié. Absolument. Donc il faut qu'on travaille sur tout à la fois. Une question ou une intervention avant qu'on conclue cet échange. D'accord. Vous êtes plus chaud pour les panels tout à l'heure. D'accord. OK. Alors, je m'en voudrais si je ne parle pas de la bourse en ligne. Qu'est-ce que ça va changer concrètement en matière d'inclusion boursière? Je voudrais vraiment qu'on en parle. Qu'est-ce qui change? Parce qu'apparemment, la bourse en ligne dont on parle, ça n'a rien à voir avec ce que certaines SGI avaient, qui permettaient déjà d'aller en ligne, passer des ordres, et ça prenait quelques jours. Apparemment, il y a une différence, parce qu'il y a certaines SGI qui avaient déjà des applications qui permettaient de passer des ordres. Mais quand j'entends parler de la bourse en ligne, apparemment, c'est autre chose qui est directement lié au marché. Donc, j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire que la bourse en ligne, pour nous, est une façon de nous rapprocher en tant que bourse intermédiaire de nos clients qui sont déjà digitalisés. Aujourd'hui, tous les segments d'activité dans nos économies et particulièrement en Afrique doivent prendre en compte le fait que les clients sont digitalisés. Donc les services qu'on doit leur offrir doivent tenir compte de ça. Il y a quelques années, pour envoyer un ordre à une SGI, je caricature, il faut se déplacer pour venir signer, je dirais, une fiche d'ordre de bourse. Vous imaginez, quittez votre maison, vous venez signer un ordre pour repartir à la maison. On a évolué, vous pouvez envoyer ça par fax. Vous pouvez envoyer un email. Mais en faisant tout ça, la SGI établit un carnet d'ordre sur la base à la fois de l'email, du fax et tout ça, donc un document central, saisit maintenant ces ordres-là, la SGI, et les met dans notre système pour pouvoir faire des transactions. Aujourd'hui, on est digitalisé, totalement, les clients particulièrement. Ils ont des tablettes, ils ont des smartphones, etc. Les SGI ont toutes des applications, la BRV a son application mobile. On a plusieurs possibilités d'accéder à des informations sur le marché. Est-ce qu'on est obligé encore de se déplacer? Est-ce qu'on est obligé d'envoyer encore un ordre? Tout ce qu'on fait, et à travers la bourse en ligne, c'est de pouvoir avoir maintenant, en tant que client de l'ingénieur, une fenêtre sur son smartphone pour pouvoir saisir l'ordre directement. Donc,
Si vous saisissez l'ordre directement, l'ordre est transmis après à la BRV. Mais attention, et ça, nous essayons de toujours clarifier ça. Cela ne veut pas dire que vous-même, vous rentrez directement sur le système de la bourse. J'espère que tout le monde comprend bien ça. Le client lambda qui est à Korogo ou qui est à Tagueta au Bénin, ou bien qui est à Tchévi à Lomé, moi, la BRV ne me connaît pas. Alors, si je lui donne la possibilité d'envoyer un ordre, mais où est-ce que je vais vérifier s'il a l'argent ou s'il a les titres qu'il veut vendre? Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas qu'on croie que quand on a la possibilité de saisir un ordre, c'est que directement nous-mêmes on a accès à la bourse. Ça passe toujours par un système de gestion des ordres de la SGI. Mais c'est instantané. C'est-à-dire que l'ordre va sur le système de gestion de la SGI qui peut vérifier en une fraction de seconde si vous avez les titres ou si vous avez les espèces. Et une fois la condition remplie, l'ordre va directement vers la BRV. Presque en temps réel. Presque en temps réel. Mais il y a obligatoirement un passage par le système de gestion de la SGI parce qu'au final, mais nous, on ne connaît pas le client. C'est la SGI, quand nous, à la fin de la journée, on va faire le point des ordres exécutés, notre rapport d'exécution va à la SGI. Donc c'est sous la responsabilité de la SGI que le dénouement va se faire. Okay. Donc la SGI doit connaître tous les clients qui ont saisi les ordres à l'achat et à la vente. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on règle plusieurs problèmes. Les délais pour pouvoir accéder au marché, l'équité, parce que, bon, je ne dis pas que quand ça se faisait manuellement, une SGI peut oublier un ordre, ne pas le passer 2-3 jours, mais là, elle ne peut pas, puisque l'ordre rentre déjà, c'est le système qui valide et l'ordre part. Donc, il y a une équité pour tous les investisseurs. Personne ne peut dire, moi j'envoie un ordre et j'ai malheureusement pas eu de retour parce qu'il n'a pas été exécuté. S'il remplit les conditions, il va être exécuté. D'accord. Alors, le développement de la plateforme, l'interface client est à la charge des SGI. C'est déjà fait pour les SGI. Ok. Nous, on a mis en place le système BIX qui permet le routage. Donc, tout est en place. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il ne serait pas possible, parce qu'au-delà de la facilité, il y a aussi l'inclusion, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre en place un simulateur disponible pour tout le monde, c'est-à-dire même si je ne suis pas client du SGI, je peux télécharger le simulateur. C'est un simulateur qui me donne une interface et puis je peux tester, j'achète virtuellement, hein, mais vraiment sur les vraies données du marché, j'achète une action, je regarde comment ça fonctionne. Est-ce que ce ne serait pas une façon justement d'exercer chacun en matière de vulgarisation de l'accès à la bourse? C'est une idée. Bon, je pense que les SGI ont ça, mais l'application mobile de la BRV, bon, il faut peut-être que je revoie à nouveau, mais prévoit quand même cette partie. C'est-à-dire que je peux passer des ordres. Oui, vous pouvez effectivement créer un portefeuille virtuel et puis le surveiller, rentrer des ordres. Mais c'est virtuel. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse une véritable vulgarisation quand on parle à grande échelle. Et au niveau de Casablanca, est-ce que la question de la bourse en ligne, comment ça évolue, où on en est, et puis est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des portefeuilles virtuels et de suivre même si on n'est pas client? Alors, plusieurs réponses, si vous le permettez. Le premier, au niveau de la bourse en ligne, bon, nous avons des sociétés de bourse qui ont beaucoup investi. Donc, de ce côté-là, on est content parce qu'il y a les bons outils. Mais malheureusement, il y a les bons outils, mais on revient toujours à la question, est-ce qu'il y a suffisamment de papier pour les petits porteurs? Donc, je vais vous donner un exemple très simple. L'année dernière, on nous avait dit, tiens, les petits porteurs, les personnes physiques n'investissent plus en bourse, et on n'en a plus que 3 000 ou 4 000. Il y a eu une belle IPO d'une entreprise que tout le monde connaît, et tout d'un coup, nous avons eu 12 000 personnes qui ont investi. Donc, je pense que d'un point de vue technique, la bourse en ligne est un magnifique outil qui vous permet de faire beaucoup de choses. Et comme j'aime bien le dire, que vous ayez 1000 dirhams ou que vous en ayez 100 milliards, vous êtes à pied d'égalité quand vous êtes sur la bourse en ligne. Vous avez les mêmes prix, les mêmes informations. Et c'est donc un outil d'investissement qui est absolument un espace d'investissement qui est absolument incroyable. Maintenant, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour ne pas nous répéter, mais l'IPO des grandes entreprises publiques est aussi un bon moyen pour mobiliser les petits porteurs et les personnes physiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est sur l'aspect, la bourse de manière générale en tant qu'outil d'éducation. J'ai un portefeuille virtuel, je commence à suivre, je commence à comprendre pourquoi quelque chose perd de l'argent, je commence à savoir quand une entreprise met son rapport, publie son rapport, quel est l'impact. Ça peut être un outil éducatif incroyable. Et donc on a commencé un nouveau projet avec les universités publiques marocaines. Et ce nouveau projet s'appelle les salles de trading virtuelles. Donc on installe avec elles des salles de trading où les étudiants, je vais finir sur ça, on ne le fait pas pour former des traders parce que les perspectives de travail seraient très très minces, mais c'est comme offrir un jeu de Scrabble à votre enfant et le voir progresser en orthographe. Grâce à ces salles de marché virtuelles, ils peuvent comprendre ce qui fait l'économie d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Je vais donner la parole au régulateur du Conseil régional. Si vous pouvez intervenir sur les fonds d'investissement. Je pense qu'il y a une évolution en matière au niveau régional. Maintenant, il y a des fonds, je pense, si je ne m'abuse, je regarde en direction de M. Sassou et de M. Le secrétaire général. Maintenant, sur le conseil régional, enfin sur le marché de l'UMOA, il y a une nouvelle régulation qui permet de structurer les fonds d'investissement. Est-ce que c'est bien ça? Alors, je dirais, on n'a pas encore adopté. Ok, c'est en cours. C'est sur le capital d'investissement, justement. Oui. Nous sommes pratiquement au bout. Et donc, il nous reste juste des ajustements à voir avec, notamment la commission de l'UMOA sur les questions, justement, de fiscalité. Parce que souvent, dès que vous demandez un accompagnement du point de vue fiscal, vous rencontrez une réticence de l'autorité, notamment des ministères des Finances. Donc, on est à ce niveau-là. Normalement, une fois que nous aurons fait ça, nous pouvons maintenant amener le texte en adoption au Conseil des ministres. Nous espérons pouvoir faire ça avant la fin de l'année. Et donc, ça va quand même contribuer à justement mobiliser suffisamment de ressources sur le marché. Merci beaucoup. Au niveau de l'autorité marocaine, où on en est en matière de structuration des règles concernant les business angels, le private equity et tout ça, quel est le niveau d'avancement au niveau réglementaire chez vous? Et ça sera, on est en train de conclure, donc s'il y a quelques questions, ce sera maintenant. Alors sur le registre de la gestion d'actifs, on peut dire qu'on a une industrie de la gestion d'actifs qui est assez développée, notamment tout ce qui concerne la gestion des OPCVM, donc des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc une industrie qui est assez développée avec des actifs sous gestion qui dépassent, je crois, les 600 milliards de dirhams. Sur tout ce qui est private equity également, nous avons un cadre qui existe depuis un certain temps, qui a été rénové récemment. Donc on avait un texte de loi qui régissait ce qu'on appelait les OPCR, les organismes de placement collectif en capital risque, et ça a été élargi à tous les organismes de capital investissement pour accompagner toutes les phases de l'investissement. Donc il y a une industrie qui existe, qui est en train de se développer. Je pense aussi qu'il y a une initiative qui a été annoncée par notre souverain, qui est la mise en place du fonds Mohamed VI pour l'investissement, et qui va aussi, je pense, servir de catalyseur pour développer cette industrie davantage. Merci beaucoup. Je vais demander si le président de l'ASEA a peut-être un dernier mot en tant que président de l'ASEA. Sinon, on va conclure le... Voilà. Une intervention, d'accord. Une intervention de justesse. Est-ce que je peux avoir un micro? Oui, pour Madame Cantoussan. Alors, vous réalisez, le micro était déjà parti, en fait. Donc, on doit le rallumer, le connecter, et puis vous le remettre pour cette intervention. Ça sera une contribution, une question? Deux questions. Très bien. Bonjour, Marie-Odile Sen, DG de CGF Bourse. Donc, ma question s'adresse plutôt aux régulateurs. Comment vous voyez aujourd'hui le développement de la finance islamique et qu'est-ce qui est fait pour pousser ce développement-là?
Une deuxième question adressée autant à la BRVM qu'au régulateur sur le développement de toutes les sorties des fonds d'investissement via le marché. Donc, on a parlé des privatisations, on a parlé des PME. Comment faire pour que beaucoup plus de fonds d'investissement choisissent l'option de sortie vers le marché financier pour avoir beaucoup plus d'entreprises cotées? Parce qu'on a parlé aujourd'hui de tout ce qui est amélioration de la gouvernance et de la transparence. Les fonds d'investissement ont réussi à amener ces sociétés-là à des niveaux de reporting assez élevés. Pour moi, c'est les sociétés les plus prêtes à venir sur le marché. Mais comment dynamiser tout ça? Merci. Merci beaucoup. La question de la finance islamique, le président Patoki. Oui, non, on a déjà, sur cette question précisément, nous avons déjà eu un atelier de validation des textes, donc à Lomé, il y a plus d'un mois aujourd'hui. Et donc, nous sommes justement dans une phase, si vous voulez, d'approbation progressive. D'abord au niveau du Conseil régional, avant d'aller vers le Conseil des ministres. Donc, ces textes-là, je pense aussi que, logiquement, d'ici la fin de l'année, on devait pouvoir les faire adopter par le Conseil des ministres pour qu'ils puissent être vraiment appliqués certainement l'année prochaine. Oui, peut-être au Maroc, juste dire un mot sur la finance islamique, qu'on appelle ici finance participative. Donc c'est un segment de marché, si vous voulez, qui bénéficie d'un cadre qui a été mis en place aussi bien pour le volet bancaire, le volet assurance que le volet marché des capitaux. Sur le volet marché des capitaux, c'est adressé via la titrisation en fait. Donc c'est peut-être une particularité de notre marché, mais en tout cas c'est le cas. On a eu une première émission souveraine d'un soukouk, je crois, il y a 2 ans, c'est ça ? 3 ans, 4 ans déjà. Donc il y a eu une première opération. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite, mais en tout cas le cadre existe, il est encore perfectible. Mais voilà, pour l'instant, on en est à ce stade-là. Monsieur Minonvé. Alors, sur la question des fonds d'investissement, comme je l'avais souligné, ce sont les acteurs de la transition. Et il ne faut pas les négliger. On voit déjà, elle a bien dit, le rôle que ces acteurs-là jouent dans la transformation des entreprises privées pour les préparer à des règles de transparence, de gouvernance, de performance. Maintenant, il faut que, à la sortie, ces fonds puissent sortir par le marché, et ça, c'est notre souhait en tant que bourse. On est en train de mettre en place une réglementation où ces fonds nous demandent la transparence fiscale totale. Bon. C'est bien, parce qu'ils veulent être, je dirais, sur le même pied d'égalité que dans les autres régions du monde où effectivement ils peuvent s'installer et tout ça avec la transparence fiscale. C'est une bonne chose. Je pense qu'on a mené des réflexions là dans ce sens. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, que ces fonds sont là, installés, investis dans nos pays. À la sortie, qu'est-ce qui va se passer? Bon, évidemment, la décision de la sortie reste une décision qui, je dirais, incombe uniquement à celui qui sort. Il peut décider de revendre un autre fonds, il peut décider de céder au promoteur ou de sortir par le bourse. On n'a pas, je dirais, nous, à lui imposer un mode de sortie, même si notre souhait, c'est que la sortie se fasse par la bourse. Maintenant, quand il vient nous demander, ou vient demander à nos États, d'avoir une exonération totale sur la plus-value au moment de la sortie, c'est là où moi je me dis, mais bon, écoutez, vous ne pouvez pas tout avoir, hein, le beurre, l'argent du beurre, et tout. Mais au moins à la sortie, si vous ne sortez pas le marché, vous avez 100%. Si vous ne sortez pas le marché, vous avez moins. Vous avez peut-être 50% d'exonération sur la plus-value, si vous ne sortez pas par le marché. Mais celui qui sort par le marché à 100%. On me dit non, c'est une contrainte. Je dis, mais il faut bien parfois qu'il y ait des contraintes positives pour pouvoir atteindre un objectif. Nous ne pouvons pas faire tout ça. Mettre en place une réglementation pour encourager les fonds d'investissement, pour s'installer.
en perdant de vue l'un des objectifs, qui est justement l'entrée en bourse. Parce que sinon, à quoi ça aurait servi si on donne toute la transparence fiscale jusqu'au bout et il n'a aucune contrainte à sortir par le marché? Ils ne sortiront pas par le marché. Donc, à tout le moins, mettons-leur cette petite contrainte en disant, bon, si vous voulez sortir par le marché, c'est 100%. Si vous ne voulez pas sortir, c'est 50%. Bon, voilà, donc c'est un peu la réflexion. Bon, on me dit, la bourse voit ses intérêts. Mais ce n'est pas que la bourse. Nous, on voit le développement économique de nos pays. Quand les fonds vont sortir par le marché, c'est une répartition de richesses sur les citoyens de nos pays. On n'a pas donné tout ça en amont pour ne rien récolter en aval. Voilà donc ce que je peux dire. Mon seul souhait, et le souhait en tout cas de la BRVM, c'est que dans cette réglementation, sur la sortie, sur la plus-value de sortie, il y ait quelque chose, une incitation à la sortie par le marché. Monsieur Senhaji, alors les 4 autres panélistes ont parlé, donc c'était leur mot de fin. Et c'est vous, je vais vous donner la possibilité de dire un mot pour conclure, avant que je ramasse le sujet de ce panel. Quand on regarde de manière empirique les réformes, notamment les réformes financières dans les pays, en fait, les meilleurs sont soit en temps de crise, soit en temps en anglais on dit flux. C'est-à-dire que quand il y a des grandes plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Nous pensons, je pense que les panélistes se joindront à moi pour dire qu'aujourd'hui nous vivons un point d'inflexion très très particulier pour toutes les économies africaines. Et j'espère qu'on en profitera en tant que pays pour mettre le continent sur la bonne trajectoire. Mettre le continent sur la bonne trajectoire, c'est permettre au marché des capitaux de le booster. Merci. Merci infiniment. Alors, je vais conclure sur ce que nous avons dit aujourd'hui. Les places financières africaines entre ambition et réalité. Ce qu'on constate après ces échanges, on se rend compte que les bourses, les autorités de régulation montrent des signes d'ambition. Beaucoup d'ambition, beaucoup de foi. Mais là où on manque d'ambition, c'est au niveau de ceux qu'on appelle à venir sur le marché et à ceux qu'on appelle à investir sur le marché. Au niveau des pouvoirs publics, on ne voit pas suffisamment d'ambition par rapport au marché. Au niveau des PME, on ne sent pas suffisamment d'ambition au niveau du marché. Au niveau des fonds d'investissement, on ne comprend pas trop leur ambition par rapport au marché. Et donc, ça nous ramène à la réalité. La réalité est un problème, après tout ce que l'on a écouté, de paradigme. Toutes les règles sont là, les meilleurs standards sont mis en place, les meilleurs modèles de fonctionnement des marchés sont mis en place, mais c'est un problème de paradigme. Paradigme des États qui tardent à aller faire sortir les sociétés d'État par la bourse, paradigme des États qui tardent à renforcer le niveau de gouvernance des sociétés d'État existantes, paradigme des PME qui veulent entrer en bourse mais rester toujours des PME et ne pas forcément devenir des grandes entreprises, paradigme des fonds d'investissement qui ne voient pas forcément rapidement l'intérêt de sortir par la bourse, même si la fiscalité n'est pas aussi parfaite ou à 100% flexible comme ils le souhaitent, et aussi paradigme au niveau des investisseurs que nous sommes, qui ne comprenons pas toujours comment les choses fonctionnent et qui ont besoin d'une application de simulation vulgarisée. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que pour modifier ces paradigmes, le point le plus important, c'est une lourde, forte communication. Merci, messieurs, et merci également à e-conférence de nous permettre d'avoir cette plateforme de communication. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vais donc conclure par la photo de famille. On va faire une photo. J'aimerais que l'équipe de photographes soit là. Voilà. On va se mettre là pour la photo. Merci. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Alors, je pense que vous aurez quelques interviews. Alors, en général, la question du marché financier, c'est assez froid. Donc, quand il y a des cérémonies comme ça, j'aimerais souvent qu'on réchauffe de temps en temps la salle pour équilibrer. Merci de raccompagner nos panélistes qui seront reçus pour des interviews.
Mesdames et messieurs, on reste ensemble. Un des éléments importants, c'est l'anticipation, les calculs, la prévision sur les marchés. On a eu 2 crises successives. La grosse crise de Covid qui nous a empêchés de venir à Casablanca. Maintenant que c'est réglé et qu'on pouvait maintenant venir au Maroc, eh bien, il y a une autre crise au niveau européen, une crise militaire qui est en train de secouer toute l'économie. Donc, comment est-ce qu'on intègre toutes ces données-là pour calculer, évaluer les risques, analyser avec précision la tournure que va prendre le marché, l'avenir du marché. Et j'aimerais qu'on puisse en parler justement avec Perenity Software qui va nous proposer, s'ils sont prêts, une solution de risk management avec beaucoup de calculs et beaucoup de précision. Précision dans la précision. Donc, on aura Perenity Software tout à l'heure qui va nous faire une présentation. Je pense qu'il y a 3 ou 4 personnes qui seront là. Mais avant, comme l'a rappelé Youssef, on a pris quand même un peu de temps. On va observer une pause café de 15 minutes. À tout à l'heure. Merci.